un petit peu, c'était de travailler et de penser, de réfléchir, de débattre sur un peu quels sont les éléments que la pandémie nous a donnés pour réfléchir au monde de demain. Et je me suis basée surtout sur une idée de projet qui existe déjà, mais des projets qui ont pris, on va dire, une nouvelle dimension avec la pandémie. C'était aussi un petit peu de partir de qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce que la pandémie nous a appris sur notre système économique, et sur la transition écologique, sur les failles de notre système, et qu'est-ce qu'on peut en retirer pour penser le monde de demain. On a appris avec la pandémie que la déforestation avait des résultats désastreux justement sur la propagation ou la libération de virus qui peuvent se propager sur toute la planète en quelques mois par des canaux d'échanges commerciaux tracés par la mondialisation. Ça, c'est très important aussi, c'est que nous sommes dans un moment d'accélération, d'accélération des échanges, d'accélération à tous les niveaux. Dans notre vie quotidienne, on informe aussi les ordinateurs. Beaucoup de choses nous permettent de nous transporter, l'avion, et à des allures finalement très importantes. Donc, ça veut dire que là, on a effectivement des échanges qui aussi sont favorables à des échanges, bien entendu, de maladies. Et on a vu aussi, la crise sanitaire nous a appris que certains secteurs économiques, qui étaient spécialisés dans la fabrication de biens de masse de première nécessité, le textile, les médicaments, par exemple, ont complètement disparu de nos territoires. En France, en Espagne, en Angleterre, finalement, on s'est rendu compte qu'on a perdu une souveraineté, on a perdu notre souveraineté et qu'on n'est plus capable de la retrouver aussi rapidement qu'une crise le nécessiterait. On aurait besoin finalement d'apporter une réponse rapide à une pandémie rapide et on n'est plus en mesure de donner ces réponses. Donc, ça, c'est aussi un apprentissage lié à la délocalisation et lié à ce que les échanges entre les pays, on a avec l'Europe, les accords commerciaux. Et ces accords commerciaux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont distribué le rôle de chaque pays. Alors, donc, chaque pays s'est spécialisé et donc, du coup, on a perdu une grande partie de notre industrialisation et notre capacité à produire. Alors, on a effectivement on a vu des choses positives. On était un peu dans une partie un petit peu négative. En tout cas, des informations qui étaient intéressantes pour comprendre l'évolution de la pandémie et de la crise économique qu'on est en train de connaître actuellement. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est que tout d'un coup, sous l'effet de la crise, on était capable au niveau politique de prendre des décisions drastiques pour imposer la mise en sourdine ou la mise en pause de secteurs qui sont en réalité des secteurs qui, au niveau de notre transition écologique et au niveau de l'impact sur la nature et l'environnement, sont incroyables et très forts, qui pèsent énormément. Et le secteur aérien et le secteur autoroutier sont deux secteurs qui ont été complètement arrêtés, mais là, du coup, on a vu que c'était une question de volonté politique. Si on veut arrêter, on peut arrêter. On a vu aussi que tout d'un coup, l'État n'était plus là, parce qu'on est d'accord, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les premiers mois de notre pandémie, on n'a pas vu beaucoup de résultats et de réponses de l'État. On a eu plutôt des États qui ont affirmé qu'il n'y avait pas de masque, qu'on n'avait pas besoin de masque. On a eu beaucoup d'informations contradictoires qui venaient des États. Et finalement, les citoyens, on va dire, dans leur vie quotidienne, ils se sont organisés. Et là, on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas forcément besoin d'attendre que l'État prenne en charge certaines choses et que nous, on pouvait très bien le faire tout seul. Et une dernière chose que j'avais notée, c'est que toutes les nouvelles technologies ne sont pas mauvaises parce qu'on a vu fleurir des initiatives très intéressantes qui utilisaient WhatsApp, qui utilisaient le réseau, la mise en réseau générale pour, par exemple, soutenir les petits producteurs et organiser des collectes de légumes auprès directement des producteurs. Et
finalement de rentrer en contact avec des consommateurs qui jusqu'à présent étaient restés plutôt sur la grande distribution. Donc ça, c'est vrai que la technologie, les nouvelles technologies nous permettent aussi de nous connecter, et je crois que ça, c'est aussi à prendre en compte, et c'est très important pour notre réflexion sur le monde de demain. Et qu'est-ce que nous voulons faire? Alors, je reviens sur ce thème de qu'est-ce que nous voulons faire des technologies. Les nouvelles technologies, c'est un petit peu, je ne sais pas si vous avez eu la même sensation que moi, mais on a eu l'impression qu'elles sont arrivées sans que nous n'ayons rien demandé. Et que finalement, on s'est réapproprié ces technologies et on en a fait ce que nous, on avait envie d'en faire, c'est-à-dire bénéficier à des secteurs qui étaient en complète perte de pouvoir, perte économique. Et du coup, justement, on s'est réapproprié ces technologies pour en faire des outils pour sauver des activités. Donc, c'est vrai que c'est aussi une réflexion sur dire notre économie, elle a été basée sur le système de l'offre et de la demande, où finalement on est passé, où c'est la demande qui crée l'offre, et maintenant depuis les années 90, on est dans un système où finalement l'offre crée la demande. Et justement, on est à un moment donné où certains projets qui font référence à une économie différente ont pris une dimension toute nouvelle grâce à la pandémie. Alors, c'est une association en France qui s'appelle l'Atelier Paysan, parce qu'on parle forcément de la transition écologique, donc on va parler aussi, on reste toujours en contact avec ce secteur très important qui est le secteur de la production d'aliments, le secteur de l'agriculture biologique et agroécologique. Et donc, du coup, dans ce secteur-là, il y a l'Atelier Paysan qui est une coopérative et qui a mis en évidence une chose auquel on ne pense pas souvent, c'est-à-dire c'est l'autoconstruction. En fait, ce qu'elle met en évidence, c'est qu'au cours des années, de ces dernières décennies, nous avons perdu notre capacité à intervenir sur les machines que nous utilisons. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait encore la capacité, en étudiant un minimum, en allant chercher, mettant un peu les mains dans le cambouis, on avait encore la possibilité de pouvoir nous-mêmes réparer ces outils. Et donc, du coup, finalement, au fur et à mesure, on a perdu cette souveraineté personnelle à notre échelle sur ces machines. Et justement, l'Atelier Paysan a fait ce même constat et a apporté des formations et une mise en réseau des paysans, des paysannes, des agriculteurs, des productrices, des éleveurs et des éleveuses, pour les connecter et dire, on va en profiter, on va créer des formations pour se réapproprier. Et donc, en fait, ils ont changé un peu cet état d'esprit pour que ces personnes qui vivent et travaillent dans le monde rural se réapproprient leur outil de travail. C'est la création d'un réseau entre plusieurs associations et l'Atelier Paysan propose ces formations avec des spécialistes, avec des experts, des techniciens et qui vont justement se réapproprier des techniques et des technologies. Donc, on revient à cette économie, une économie finalement qui est une économie de la demande. Donc, on va rendre les personnes autonomes et capables d'échanger avec d'autres personnes sur d'autres territoires sur la base d'une entraide bénévole. C'est aussi ça très important, l'entraide bénévole. Une volonté très importante aussi de créer du réseau en dehors des institutions. C'est vrai que je crois que c'est aussi l'idée de dire, puisqu'on n'a pas d'institutions qui vraiment nous soutiennent, et parce qu'ils ont une vraie incidence politique, ils se sont créés dans l'idée de pallier à un manque de réseau, un manque de mise en réseau des institutions, et ils ont créé un manque de formation. Je voulais parler d'un autre sujet qui s'appelle la sécurité sociale de l'alimentation. Alors, comme on a vu, malheureusement, la pandémie, elle a généré énormément de pauvreté. Elle a lancé des familles qui, jusqu'à présent, étaient dans des situations toujours un peu justes, mais qui s'en sortaient malgré tout,
hein, ils ont été complètement jetés dans une précarité dure et violente. Et du coup, il y a une idée qui est ressurgie, qui était justement en travail et en pleine gestation, qui s'appelle la sécurité sociale de l'alimentation, où justement et la Confédération paysanne, Ingénieurs sans frontières, énormément d'associations qui travaillent sur le terrain auprès des personnes précaires dans le but d'apporter une aide alimentaire et un petit peu de se structurer pour cette aide alimentaire, ont décidé d'impulser, de donner une nouvelle impulsion à ce projet de sécurité sociale de l'alimentation. Alors, il s'agit d'un projet très ambitieux, un projet qui, là, on sort du local. Hein. D'ailleurs, vous avez vu dans ces deux propositions, moi qui parle souvent local et le mois dernier, on a parlé monnaie locale, là, je vous parle de deux projets qui sont des projets sur des territoires vastes et qui ne peuvent se faire et fonctionner que si on parle de territoire. Hein, si on parle, là, la sécurité sociale de l'alimentation, ça ne peut fonctionner que si on a vraiment la création d'un vrai réseau sur différents territoires pour apporter des produits qu'on ne pourra pas seulement trouver local. Et ça nous permet aussi de réfléchir à dire, ok, c'est bien la production locale, hein, mais il y a beaucoup de critiques qu'on pourrait faire aussi à cette vision du tout local. Et là, justement, avec cette sécurité sociale de l'alimentation, on touche cette mise en réseau qui pourrait être tout à fait possible grâce aux nouvelles technologies, hein, et sur le fait qu'on va créer un système qui s'inspire de la sécurité sociale de la santé telle qu'elle a été créée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc l'idée, c'est de partir de cette même base pour avoir un système où finalement les acteurs de l'alimentation vont gérer avec les consommateurs, hein, avec les grands acteurs du secteur, ces caisses. Bien entendu, on va parler depuis de la consommation, hein, de la production, jusqu'à la distribution et la consommation. Notre idée, c'est justement qu'on n'empêche pas ce transport, mais qu'on va l'organiser. Et on va l'organiser selon des critères. On va créer un label qui va permettre de créer un protocole pour tous les secteurs de l'alimentation. Donc, si moi, je suis productrice de fraises et je souhaite rentrer, hein, dans ce réseau de la sécurité sociale de l'alimentation, je dois répondre à un certain nombre de critères. Ensuite, si je veux transporter ces éléments, c'est pareil. Ça veut dire que ne peuvent entrer dans ce système que des entreprises qui répondent à une charte de qualité, d'accord, et qui vont permettre d'être financées grâce aux cotisations. C'est-à-dire qu'on va recréer des caisses, hein, on va recréer, et ces caisses vont décider de quel producteur, de quel distributeur, hein, et tout ça, bien entendu, dans une idée, hein, de créer un vrai système qui puisse être on va dire, en concurrence avec la grande distribution. L'idée, c'est qu'on est reparti sur une échelle sud-sud ou nord-nord, d'accord, dans l'idée que finalement, dans nos pays aussi, on a besoin de retrouver le juste prix. Ça veut dire que chaque personne, vous, moi, au premier du mois, auront sur notre compte bancaire 150 €, 200 € selon ce qui sera décidé, pour pouvoir avoir accès à tous ces produits qui font partie de cette chaîne de la sécurité sociale de l'alimentation. Donc, ça veut dire aussi qu'on apporte aussi une solution à toute l'aide alimentaire. Donc, ça veut dire que là, à la fois, on permettra à toute la population de retrouver ou d'accéder à une alimentation écologique de qualité. On pourra toucher finalement beaucoup plus de personnes et permettre à tous, pauvres, riches, hein, d'accéder à la même alimentation. Et ça, je pense que c'est une grande idée.